Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet qui est tout simplement crucial pour votre brevet de maîtrise. On va parler du maître d'apprentissage. Et attention, à comprendre son rôle, c'est bien plus qu'une simple ligne sur le diplôme. Non, non. C'est vraiment la première pierre pour construire la carrière de leader, de manager dont vous rêvez. Alors tout ça, ça va s'articuler autour de 4 fonctions, 4 piliers essentiels. Voyez-les vraiment comme les fondations d'un bon accompagnement, ce qui fait toute la différence en fait. Et pour que ça soit bien clair pour tout le monde, on va utiliser une image, une sorte de fil rouge tout au long de notre discussion. Et voilà notre image centrale. Le maître d'apprentissage, c'est un chef d'orchestre. C'est une super métaphore, vous allez voir. Son boulot, ce n'est pas de savoir jouer de la trompette, du violon et du piano. Non, son rôle, c'est de faire en sorte que tout l'orchestre joue juste, ensemble. C'est lui qui donne le rythme, qui crée l'harmonie pour que chaque musicien, et là le musicien bien sûr c'est l'apprenti, puisse donner le meilleur de lui-même. Donc, voilà notre feuille de route, notre partition si on continue avec la musique. On a 4 grands mouvements, 4 piliers qui vont nous guider. D'abord, accueillir et intégrer. Ensuite, créer la relation. Puis, organiser la formation. Et pour finir, transmettre et évaluer. Ce sont vraiment les 4 temps de la mesure qui vont mener à la réussite. Alors voilà le programme du jour. On va prendre chaque fonction une par une, on va regarder ce que ça veut dire concrètement avec des exemples et on terminera en se projetant un peu sur votre avenir de manager. Allez, on y va. Ok, première fonction, et pas des moindres, accueillir et intégrer. Franchement, c'est peut-être l'une des plus importantes. C'est le premier jour, le premier contact, cette fameuse première impression. C'est ce moment qui peut, tout simplement donner le ton pour des mois, voire des années. C'est un moment clé, vraiment. Parce qu'accueillir, concrètement, c'est beaucoup plus que de dire « salut, bienvenue ». Non, c'est par exemple préparer son poste de travail, ses outils pour que la personne sente qu'on l'attendait vraiment. C'est aussi prendre le temps de présenter toute l'équipe, les règles du salon, pour qu'elle se sente tout de suite faire partie du groupe. Et puis, hyper important, lui donner des premières missions claires pour la rassurer, la guider, et surtout pour qu'elle ne se sente pas inutile ou perdue. L'idée, c'est vraiment de créer un cocon de sécurité, un sentiment d'appartenance dès le départ. Bon, maintenant, un petit temps de réflexion pour vous. On va commencer avec Flavie et Colline. J'ai 2 questions pour vous. Et pour tout le monde aussi, bien sûr. Jouez le jeu. Pour toi, Flavie, quel est l'objectif principal de cette phase d'accueil? Et cite-moi une action concrète à faire avant même que l'apprenti arrive. Et pour toi, Colline, pourquoi c'est si important de présenter toute l'équipe? Et quel genre de document on pourrait préparer pour faciliter son intégration? Allez, je vous laisse 20 secondes pour y réfléchir. On se retrouve juste après. Ok, alors voyons ça ensemble. Pour répondre à Flavie, l'objectif numéro 1, c'est de mettre la personne en confiance, de la sécuriser et de la motiver dès le premier jour. C'est la base de tout. Et une action super concrète à faire avant son arrivée, c'est de préparer son espace, son casier, ses outils, son plan de travail. Et pour la question de Colline, présenter l'équipe, c'est essentiel pour créer du lien tout de suite, pour souder le groupe. Le document idéal, ce serait un petit livret d'accueil, simple, efficace, avec les horaires, les numéros utiles, le règlement intérieur, bref, tout ce qu'il faut pour démarrer sereinement. Allez, on passe à la deuxième fonction. L'accueil c'est fait, les fondations sont posées. Maintenant, il faut monter les murs. Et ces murs, c'est la relation. Il faut bâtir une vraie relation de confiance. C'est le ciment, ce qui va tout tenir ensemble. Parce que soyons clairs, s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de bonne transmission de savoir. Alors comment on fait pour construire cette confiance? D'abord par une communication ouverte, honnête. Faut pouvoir se dire les choses, les trucs qui vont bien, mais aussi les points à améliorer sans que ça soit un drame. Ensuite, c'est super important de prévoir des moments d'échange réguliers. Pas besoin de faire une réunion de 2 heures, mais juste un petit point. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, le maître d'apprentissage doit être un exemple. Son professionnalisme, sa façon d'être, sa ponctualité, tout ça s'inspire le respect, naturellement. Bon, à votre tour. Cette fois, c'est pour Solène et Maloya. Solène, pour toi. C'est quoi la différence entre une relation professionnelle et une amitié au travail? Et comment tu ferais pour encourager un apprenti un peu timide à communiquer? Et pour toi, Maloya, pourquoi est-ce que le fait de montrer l'exemple est si crucial? Et donne-moi un exemple concret d'un point régulier qu'on pourrait mettre en place dans un salon. Allez, 20 secondes pour y penser. Ok, c'est parti pour les réponses. Alors, Solène, la grosse différence, elle est là. La relation professionnelle, elle est basée sur le respect des objectifs de travail. L'amitié, c'est du domaine du privé. Et pour aider un apprenti timide, une bonne technique, c'est de poser des questions ouvertes. Pas des questions où on peut juste répondre par oui ou non. Et pour Maloya, l'exemplarité, c'est fondamental, parce que l'apprenti apprend énormément en observant. Un exemple tout simple de point régulier, un petit débrief de 10 minutes à la fin de chaque journée. C'est super efficace.
On enchaîne avec la troisième fonction. Là, on rentre dans du très concret, du très pragmatique, l'organisation. Notre chef d'orchestre, il n'est pas juste là pour agiter sa baguette, c'est aussi un super planificateur. L'apprentissage, ça ne peut pas se faire au pif. Il faut une structure, une partition à suivre pour que l'apprenti monte en compétences. Organiser, ça veut dire quoi exactement? Ça tient en 3 points. Premièrement, planifier les tâches au salon pour qu'elles collent avec ce que l'apprenti voit au CFA. Deuxièmement, être progressif. On commence simple et on augmente la difficulté petit à petit. Et troisièmement, communiquer. Il faut un lien constant avec le CFA pour être sûr que la théorie et la pratique sont bien alignées. Ok, passons à la pratique. Cette fois, c'est pour Amandine et Célia. Amandine, comment on fait pour garantir du temps pour la formation dans un salon, tout le temps plein à craquer? Et quel est le risque si on donne toujours des tâches trop simples? Et pour toi, Célia, pourquoi c'est si important, cette coordination avec le CFA? Et donne-moi un exemple de tâche qui pourrait évoluer, en esthétique par exemple. Vince Londe, c'est à vous. Bon, alors pour Amandine, la solution dans un salon surbooké, c'est de bloquer des créneaux dans l'agenda, comme si c'était un rendez-vous client. Le risque des tâches trop faciles, c'est la démotivation, l'ennui. Pour Célia, la coordination avec le CFA, c'est vital pour que ce qui est appris en théorie puisse être mis en pratique tout de suite. Et un bon exemple de tâche évolutive en esthétique, on peut commencer par une simple pose de vernis classique, puis passer à une manicure complète, et plus tard au nail art. Et on arrive à la quatrième et dernière fonction. C'est un peu le cœur du réacteur. Transmettre et évaluer. C'est vraiment là que la magie opère, ce moment où le savoir-faire, le geste, passe des mains du maître à celles de l'apprenti. Parce que bien transmettre, ce n'est pas juste montrer comment faire. La vraie transmission, c'est d'expliquer le pourquoi. Pourquoi cette brosse? Pourquoi ce produit? C'est ça qui va rendre l'apprenti autonome. Bien sûr, il faut aussi un retour régulier et toujours constructif. Et un truc qu'on oublie souvent, célébrer les réussites, même les plus petites. Ça nourrit la motivation. Allez, dernière petite série de questions pratiques. Cette fois pour Jennifer et Tiffaine. Jennifer, c'est quoi concrètement un feedback constructif? Et pourquoi c'est si important de célébrer même les toutes petites réussites? Et pour Tiffaine, pourquoi est-ce si crucial d'expliquer le pourquoi d'une technique et comment on peut évaluer une compétence qui n'est pas purement technique, comme l'accueil d'un client? Je vous laisse les 20 secondes habituelles pour réfléchir. Alors, voyons ça. Jennifer, un feedback constructif, c'est un retour qui est factuel, précis et qui propose une piste d'amélioration. Par exemple, écoute, ta ligne de coupe est super nette, bravo. Par contre, fais attention à bien te tenir droite pour protéger ton dos. On célèbre les petites victoires pour créer une spirale de succès. Pour Tiffaine, expliquer le pourquoi, ça donne les clés pour s'adapter seul plus tard. Et pour évaluer l'accueil, on observe et on écoute beaucoup les retours des clients. Voilà, on a fait le tour des 4 grandes fonctions. Mais maintenant, le plus important, c'est de prendre un peu de hauteur. Parce qu'en fait, en comprenant ce qui fait un bon maître d'apprentissage, vous êtes tout simplement en train d'apprendre à devenir les managers de demain, les chefs d'orchestre de vos futurs salons. Donc pour résumer tout ça, l'accueil, la relation, l'organisation et la transmission, ce ne sont pas juste 4 cases à cocher. Non, tout ça, ça fonctionne ensemble, en harmonie, exactement comme les 4 temps d'une mesure en musique. Et c'est cet équilibre parfait qui crée la réussite, pour tout le monde. Et pour terminer, j'ai une dernière question. Une question un peu plus personnelle, pour Léa, Maëna et Luna, et puis pour vous toutes et tous en fait. Si vous vous projetez dans quelques années, vous êtes manager. Quelle est la qualité de chef d'orchestre, celle qui vous tient le plus à cœur, que vous aimeriez développer pour inspirer la nouvelle génération? Je vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention.